Merci à tous d'être revenus dans la salle. On va donc commencer la deuxième session de la journée sur les patients en attente. Il s'agira donc d'un moment vraiment dédié à l'expérience de la surveillance suite à un diagnostic en génétique. Alors, je vais introduire cette session pendant quelques minutes, qui sera ensuite structurée en 2 dialogues avec chacun des présentations en amont et ensuite une véritable discussion autour de 2 moments. Tout d'abord, les différents chemins qu'on peut prendre vers l'attente et la surveillance, plutôt des parcours structurés ou alors au contraire des diagnostics qui arrivent de façon un peu incidente. Et ensuite, on se concentrera vraiment sur les expériences de l'attente de la part de personnes concernées. Alors, en ce qui concerne les expériences de la surveillance, elles sont très en lien avec ce qu'on appelle la médicalisation du risque, avec le phénomène de la médicalisation du risque, et ce que Élodie Giroux explique comme étant des facteurs de risque qui vont de plus en plus faire l'objet d'un traitement préventif et de plus en plus être appréhendés comme des maladies à part entière. Alors, on n'a pas toujours des traitements préventifs. La médicalisation du risque, elle peut aller au-delà et inclure du coup aussi les expériences juste de surveillance. Et ça a été déjà mentionné ce matin par Benjamin Derbès, mais on a vraiment ce concept de patient en attente qui va émerger de la sociologie avec Timmermans et Bookbinder, et d'autres formules qui vont aussi apparaître de demi-patients ou partial patients, de patients en suspens, patients perpétuels, patients en devenir. On a aussi des groupes de patients qui s'appellent eux-mêmes les previvors, en écho aux survivors. Donc voilà, on a beaucoup d'expressions qui vont émerger de cette façon-là. Alors, l'idée pour introduire un peu ces questions-là, c'était aussi de montrer que ça ne concerne pas que la médicalisation du risque, mais que la surveillance va aussi de plus en plus concerner des personnes à qui on va diagnostiquer une maladie, mais qu'on va décider de ne pas traiter immédiatement et parfois de ne jamais traiter. Et ce dont je voulais vous parler un tout petit peu, c'est de cas de cancer notamment, qui sont potentiellement indolents, qu'on va diagnostiquer en tant que cancer et qui permettent de faire un parallèle avec les expériences de la surveillance qui peuvent exister dans le cadre de la génomique. Et en l'occurrence, je voulais vous parler de cancer du coup qu'on va inclure dans des modèles de progression qui vont se détacher un peu des modèles classiques, linéaires, qu'on avait tendance à avoir, c'est-à-dire avec cette idée qu'il faut absolument essayer de détecter les cancers le plus tôt possible pour empêcher et prévenir leur progression vers des stades plus avancés, et que ce n'est qu'en se concentrant au maximum sur les interventions précoces qu'on allait pouvoir prévenir cette évolution naturelle de la maladie vers des stades plus avancés et plus sévères, pour arriver à des modèles de progression qui prennent en compte en fait toute l'hétérogénéité de ces progressions possibles, y compris des cancers qui vont s'avérer indolents, voire régressifs, ceux qui vont progresser de façon extrêmement lente, et enfin ceux qui vont progresser de façon rapide. Ce qui va avoir des implications évidemment très importantes sur les parcours de surveillance et le fait qu'on va commencer à proposer des surveillances à des personnes qu'on avait tendance à traiter systématiquement auparavant. Et donc, je souhaitais vous parler d'un projet de recherche dans lequel j'ai été impliquée sur la leucémie lymphoïde chronique, qui est typiquement un cancer dans lequel on a énormément de surveillance, puisque au moment du diagnostic, il y a à peu près 2/3 des patients qui sont asymptomatiques, qui ont été diagnostiqués de façon fortuite, qui ne s'attendent pas du tout à recevoir ce diagnostic, et pour la moitié de ces patients-là qui n'ont pas de symptômes au moment du diagnostic, ils n'auront jamais besoin de traitement et la maladie n'évoluera jamais de telle façon à requérir un traitement. Donc c'est des patients qui souvent n'ont aucun symptôme et n'ont pas besoin de traitement, en tout cas pas de façon immédiate, et ils ne savent pas s'ils auront un jour besoin de ce traitement. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment confrontées à l'incertitude de façon très profonde, et beaucoup d'entre eux qui sont dans cette situation ne savent pas et n'ont pas le moyen de savoir s'ils feront partie de ceux qui seront un jour traités ou pas. On commence à détecter des marqueurs de risque parmi ces patients-là, mais ce sont encore des marqueurs qui ne sont pas utilisés ou détectés de façon systématique.
Et donc, on a construit un projet de recherche participatif en menant des entretiens semi-structurés et en faisant circuler un questionnaire en ligne pour s'intéresser aux expériences de ces personnes-là, à leurs attentes et à leurs besoins. Et il nous semblait intéressant de faire le parallèle avec ce qui se passe en génomique parce qu'il y a plusieurs points communs qui émergent et on voit que la situation de ces patients en attente, en fait, elle est assez transversale à plein d'égards selon les disciplines médicales. Donc il y a notamment le caractère fortuit du diagnostic qui revient beaucoup, avec une personne qui explique que ça fait un certain temps qu'elle a été diagnostiquée, la LLC a été découverte plutôt par hasard et elle s'était dit « tiens, il faut que je me remette à donner du sang ». Donc c'est à travers un don du sang que sont revenus des résultats anormaux dans ses analyses sanguines et là le diagnostic tombe alors qu'elle n'a aucun symptôme, ne sera pas immédiatement traitée et ne le sera peut-être jamais. Mais elle est diagnostiquée d'une leucémie, donc elle reçoit ce diagnostic et elle sera potentiellement beaucoup plus impactée par ce diagnostic en lui-même que par la maladie à proprement parler. Il y a l'impact de la surveillance en elle-même et c'est vraiment ce qui émerge de ce projet, c'est l'importance de se questionner sur les parcours de surveillance qu'on propose aux patients, la façon dont ils se structurent, les interactions qu'ils vont avoir avec différents professionnels de santé. Et dans le cas de la LLC, ce qui est particulièrement frappant, c'est que ce sont des personnes qui ont très peu de contact avec les équipes médicales, qui sont très peu suivies, contrairement à ce qui peut se faire dans un parcours en conseil génétique, par exemple, où l'accompagnement pourrait potentiellement être un peu plus poussé. Et donc, c'est un impact qui peut être assez important, et notamment le fait de recevoir un diagnostic peut aussi avoir un impact très concret dans le fait de devoir le déclarer à une assurance quand on veut emprunter, etc. Donc une personne qui explique que ça a eu un impact financier, psychologique, professionnel auprès de ses proches, malgré l'absence de traitement immédiat. L'expérience de l'angoisse, on a quelqu'un qui nous dit qu'il vit avec la maladie depuis au moins 40 ans, avec stress et mal à l'estomac, alors que cet homme-là n'a jamais été traité, et à ce stade-là ne le sera probablement jamais. La situation d'être dans cet entre-deux, entre le normal et le pathologique, des personnes qui expliquent qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être malade, on sait qu'on a une maladie, mais on ne se sent pas malade. Et une autre qui dit « je ne suis pas malade parce que je n'ai pas de traitement ». C'est un petit peu ça l'idée, je suis patiente parce que j'ai ce suivi, et c'est tout. En faisant la distinction entre statut de malade et statut de patient. Et en étant patient parce qu'on va de façon régulière faire ses examens, on va à l'hôpital et dans ces cas-là, on va dans des services d'hématologie, de cancérologie, etc., mais sans se sentir particulièrement malade, tout en reconnaissant le statut de patient. Et avec cette épée de Damoclès qui revient énormément dans les discours qui sont présentés, quelqu'un qui explique « le plus dur, c'est de se dire, voilà, je vis maintenant avec l'épée de Damoclès, mais tout le monde vit avec une épée de Damoclès, le problème, c'est que nous, on la voit. Les autres ne la voient pas, et puis vous savez, poum, elle risque de tomber comme ça. » Donc voilà. Alors, juste pour terminer et clôturer un peu ce propos introductif, je voulais insister aussi sur le poids des mots qui vont être utilisés pour parler des diagnostics eux-mêmes. Et ce qui a été assez frappant dans ce projet-là, ce qu'on voit beaucoup, c'est la question de la façon dont on nomme ces cancers potentiellement indolents, les mots qui vont être mobilisés. Il y a une publication de Laura Esserman et Murali Varma qui est sortie en 2019, une très courte publication sous la forme d'un débat où ils posent ouvertement la question « est-ce qu'on ne devrait pas renommer les cancers indolents ou à faible risque de progression ?» Et c'est vrai qu'on entend, et dans nos observations des consultations, beaucoup de formules qui sont mobilisées par les professionnels de santé pour essayer de dédramatiser l'annonce qui est en train de se faire. Donc on entend des expressions de type « c'est un gentil cancer »,« c'est le cancer des chanceux », un petit cancer ou celui qu'on choisirait si on devait en choisir un. Enfin, voilà, toutes ces formules, toute cette sémantique qui est mobilisée autour de ce type de diagnostic pour essayer d'en minimiser la portée et en même temps d'admettre qu'on reste quand même dans le cadre d'un diagnostic de cancer. Voilà, et donc je voulais terminer sur un court hommage à Danielle Brun qui est, elle, morte d'une leucémie lymphoïde chronique et qui a rédigé un très bel ouvrage qui s'appelle Madame Vertigo et son cancer. Et elle écrit qu'elle pense aussi aux généticiens, ceux qui, travaillant sur le génome et qui devront à un moment ou à un autre avertir les membres de la famille concernée du risque de voir survenir la maladie à un âge donné. Le poids de leur parole est important, il est également lourd de conséquences. Et donc toute cette attention, là aussi,
aux mots qui vont être utilisés, à la façon dont ces choses vont être présentées pour parler de l'existence du risque et présenter cette épée de Damoclès qui peut être suspendue au-dessus de la tête de certains. Voilà, donc je vais laisser Dominique introduire le premier dialogue et les intervenants qu'on va accueillir. Merci beaucoup Julia. Donc, proposons peut-être là pas de discussion, parce que on fera une discussion d'ensemble. Donc un premier dialogue, donc médecine prédictive et diagnostic incident, enfin deux façons d'entrer, histoire familiale je dirais, et diagnostic incident, deux façons d'entrer dans la médecine prédictive, avec d'abord dans un premier temps Pascal Ducournau, qui est donc PU en sociologie à Besançon. Voilà. Et puis ensuite, et Dina, je te présente tout de suite. Dina a un parcours très étonnant, enfin multiple casquettes. Elle est d'abord spécialiste en génomique. Elle est également ambassadrice de l'association Génétique Cancer, association donc sur les prédispositions au cancer. Et puis depuis peu, elle est patiente partenaire à l'Institut Curie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais donc présenter avec donc Dina Zielensky une étude sur l'expérience du dépistage génétique de gènes associés au cancer que nous avons débuté très récemment. Cette expérience du dépistage génétique, nous l'avons abordée avec des hypothèses construites au travers d'une démarche inductive, c'est-à-dire sans poser d'hypothèse a priori, si on se réfère à une tradition, notamment celle développée par Anselm Strauss en sociologie. Ceci afin donc de comprendre le sens donné au dépistage, aux résultats et les actions qui vont en découler. Les objectifs de l'étude sont d'étudier la compréhension et la gestion du risque, au travers de ce sens donné, mais également d'identifier des stratégies de communication et de soutien adaptées pour les personnes qui passent ce type de dépistage. C'est une méthodologie un petit peu particulière, j'y reviendrai. C'est une collaboration née de la rencontre entre la recherche et une association, plus particulièrement Génétique Cancer. Dina en reparlera. Du coup, c'est pourrait-on dire, c'est comme aurait dit Michel Callon, une forme de recherche en plein air que nous avons initié avec Dina Zielensky. Il s'agit également d'un rapprochement entre les SHS et la génétique, de par les disciplines que nous représentons, elle et moi. Effectivement, cette recherche collaborative est aussi guidée et nécessairement par les demandes très fortes de l'association en termes de meilleure prise en charge des patientes, mais aussi de demandes répétées parfois de chirurgie prophylactique suite au diagnostic, en tout cas suite au test génétique. Nous avons procédé à l'aide d'entretiens exploratoires, dont je vais donner quelques résultats, et ainsi que Dina, sur lesquels nous avons engagé des analyses qualitatives et quantitatives, ce qui nous permet donc d'identifier quelques pistes d'amélioration et d'action. Le recrutement des personnes interviewées s'est fait via des associations, donc Génétique Cancer ainsi que l'association Jeunes et Rose, au travers d'une boucle WhatsApp. Dina pourra en parler. 15 entretiens exploratoires ont été menés, et sur ces 15 personnes, 15 femmes qui voulaient témoigner d'ailleurs, 66% d'entre elles étaient atteintes ou avaient été atteintes d'un cancer. L'âge des participants, une variation entre 37 ans et 61 ans. 3 questions centrales guidaient en fait les narrations, puisqu'à chaque fois il a été demandé aux femmes, pourriez-vous me raconter dans quelles circonstances vous avez réalisé un dépistage génétique, comment s'est passé ce dépistage, et puis 3e question, puis par la suite de ce dépistage, qu'est-ce qui est arrivé? Donc 3 questions centrales, très exploratoires, conduisant du coup à une narration, un récit de la part des femmes qui ont été interviewées. Alors, ce qui émerge du coup de ces entretiens,
différentes choses, mais il y a une dimension commune qui fait d'ailleurs partie aussi des demandes de ces associations, qui est la pratique de la chirurgie prophylactique. Alors qui va du coup dans ces récits, c'est de la reconstruction aussi a posteriori, mais dans ces récits, elle va se justifier de différentes manières. Premièrement, je dirais que c'est un sentiment d'un risque aigu de cancer. Il faut éviter la maladie, surtout lorsqu'on a été malade du cancer soi-même ou que l'on a des antécédents familiaux. Donc exemple, cette assistante sociale qui dit c'est moi qui ai choisi de faire effectivement la mastectomie parce que j'avais besoin d'être rassurée. Ça peut être également l'anticipation d'un stress psychologique. Je sentais au fond de moi, que moi, en sachant que je suis quand même plutôt stressé, je voulais aussi m'enlever l'épée de Damoclès, il y a été question tout à l'heure, que j'avais au-dessus de la tête. C'est aussi le refus d'une attente passive qui a pu être exprimée, notamment par cette dame. Je ne resterai pas à faire des surveillances. Elle avait un BRCA1. Je ne resterai pas à faire des surveillances et à attendre qu'il arrive, le cancer. Donc, nécessité, du coup, d'agir rapidement. S'exprime parallèlement un refus de la surveillance intensive, qui vous transforme, du coup, en patient, en attente continuelle, d'ailleurs. Exemple, cette cadre qui dit, voilà, disons que ce n'était pas à m'enlever le stress ou pas, c'était de ne pas vivre le stress du contrôle tous les ans, de manière permanente. Donc là, elle se dit, voilà, qu'est-ce que ça va être? Tu stresses déjà en faisant tes mammos, mais ça va être quoi maintenant qu'elle connaît, du coup, qu'elle a une mutation génétique? Ça peut être aussi de s'éviter des traitements lourds en cas d'un cancer, et donc elle se dit à choisir entre les traitements lourds qui peuvent abîmer, moi je faisais chirurgie. Ensuite, ça peut effectivement s'exprimer au travers d'un sentiment aussi d'impuissance face aux expositions, avec des personnes qui vont par exemple dire voilà, j'aurais pu me dire j'aurais pu ne pas aller à la chirurgie, mettre toutes les chances et les choses de mon côté, mais le fait d'avoir une alimentation super saine aujourd'hui est devenu impossible de nos jours en raison même des conditions environnementales. Donc la chirurgie du coup s'impose. On remarquera également l'influence des rôles sociaux. Je vais juste mentionner ici la fin de cet entretien. Elle dit, voilà, je sais ce que ce cancer, donc elle-même, a entraîné autour de moi, et quelque part, on se sent un peu, je ne suis pas fautive, mais on se sent la personne qui a mis la zizanie dans la vie de tout le monde, et notamment auprès du mari, des enfants, des parents. Donc là, du coup, on a plutôt des rôles sociaux qui vont pousser, en fait, cette personne à dire, voilà, je vais faire cette chirurgie pour éviter de mettre la zizanie, du coup, dans l'espace domestique. Des questions de ressources économiques, on pourra y revenir éventuellement également, qui peuvent être mentionnées. Ensuite, je vais terminer autour de ça, on remarque également des appropriations diverses, des savoirs génétiques. Ce qui apparaît dans ces entretiens exploratoires, c'est souvent que la consultation d'annonce des résultats génétiques est souvent décrite comme stressante. Exemple, cette kinésithérapeute qui dit il y a beaucoup de points en fait, il faut tenir en compte le stress dans lequel est soumise la patiente, les chirurgies, parce que l'information sous le stress, on peut avoir un PhD en ce qu'on veut, et on ne comprend rien avec le stress. Donc ces différents facteurs vont conduire parfois effectivement à être en présence de femmes qui peuvent surestimer aussi les risques et leurs propres risques. Par exemple ici, une dame qui a une mutation BRCA2 et qui parle d'un risque de 80 ou 90% pour elle-même, ou encore parfois une vision aussi réductrice de la génétique. Cette dame, technicienne de prévention, qui dit, voilà, je l'ai vécu comme une punition, en fait, tout le reste de ma vie, je vais devoir me battre contre ça, parce que ça va revenir et je n'aurai pas le choix. Ou encore, cette dame de 51 ans, qui dit, voilà, BRCA2, on voit quel type de cancer ça peut provoquer. Donc il y a cette idée que la mutation va provoquer le cancer. Donc une vision qui peut, en tout cas, qui paraît assez réductrice.
Chose que l'on ne trouvera pas, ou en tout cas on remarquera des hésitations, chez les femmes les plus expertes en génétique. Exemple, cette biostatisticienne qui me disait, voilà, je n'ai pas encore pris la décision de la mastectomie. Malgré tout, j'apprécie mes seins, ça fait partie de mon identité et de ma féminité. Donc vous voyez, les appropriations peuvent être diverses et aussi dépendantes du background aussi des personnes, mais pas uniquement. Donc, merci Pascal. Très rapidement, je vais faire un petit teaser. Vu qu'on a aujourd'hui 15 entretiens, j'ai quand même commencé à faire une analyse non supervisée. Moi, je n'ai pas assisté à ces entretiens pour ne pas avoir des biais. Ce sera un petit teaser de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire, on a pris des 15 entretiens, on a nettoyé, on a fait une analyse de NLP, Natural Language Processing, et on a repris, on a détecté les mots les plus fréquents à travers tous ces entretiens. Et même si c'est un peu précoce, on n'a qu'une quinzaine d'entretiens, il y a des sujets qui commencent à émerger quand même, statistiquement, sans biais. Donc il y a plutôt l'annonce et le vécu émotionnel. Il y a aussi le parcours de soins et le suivi derrière. Et aussi l'histoire familiale et le risque génétique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive quand même à détecter des sujets vraiment précis à travers tous ces entretiens. Et du coup, pour conclure, on aimerait mieux comprendre à travers ces entretiens l'appropriation du risque, mais aussi de ce que ça veut dire la génétique, le risque génétique. On parle bien sûr des patientes en attente. Donc, il y a des patients qui, comme vous avez vu à travers les entretiens, les patients sont vraiment impatients. Il y a une surestimation souvent du risque. Et la réponse est quand même une chirurgie qui est quand même assez lourde, vu le rôle du regard de la société, de soi-même, au niveau des seins et par rapport au cancer gynécologique. Et on a remarqué qu'il faut vraiment un soutien adapté aux patients, au contexte de leur famille, leurs connaissances et tout. Il faut favoriser bien sûr l'autonomie éclairée et prendre en compte le contexte, le timing, bien entendu. On était pas mal à remarquer ça. Tu veux conclure ? Une partie. Effectivement, donc cette démarche inductive conduit à développer des hypothèses suivantes autour de l'appropriation des savoirs génétiques, type de mutation, etc., ce qui semble central dans l'orientation vers la pratique de la chirurgie préventive, prophylactique. Donc il s'agira de confirmer. Et puis surtout d'identifier les différents facteurs qui semblent peser sur cette appropriation. On l'a dit, les conditions de l'annonce, qui ont été décrites, mais aussi l'accompagnement de ces annonces, les rôles sociaux, je l'ai signalé, et ainsi que les ressources associatives que peuvent apporter du coup des associations comme Génétique Cancer par exemple, pour permettre éventuellement cette appropriation. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Donc vous voyez là, les analyses non supervisées arrivent aussi en SHS, c'est formidable. Donc Delphine, donc, quelques questions courtes, on se donne 5 minutes. Ensuite, c'est à Léonore d'intervenir. Non, je suis juste surprise par le terme dépistage, parce qu'on est plutôt dans un cadre de diagnostic. Dépistage, c'est vraiment, enfin, à mon sens, en population générale. Là, on est dans un diagnostic présymptomatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez globalement, mais je trouve que le terme dépistage n'est pas très approprié. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que c'est souvent dans un contexte d'une maladie. Et c'est pas ma langue natale, mais je sais ce que c'est un dépistage. On parle de la population globale. Pour moi, c'est quand même pas forcément un diagnostic. On cherche à partir d'un panel de gènes assez limité. On fait un petit dépistage, mais c'est vrai qu'on peut... Pour moi, c'est ni forcément un dépistage, ni forcément un diagnostic. C'est une recherche.
Oui. Moi, je partage l'interrogation de Delphine. C'est vrai que dépistage, même en dehors du dépistage organisé, ça, c'est dépister une maladie sous-jacente. Là, on est dans un diagnostic, pas de maladie, mais de prédisposition. Et finalement, utiliser comme ça, de façon incidente, le mot dépistage, c'est déjà inscrire la personne dans la maladie. Et c'est tout le problème, c'est que les personnes qui ont une prédisposition ou qui font un pré-symptomatique, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement des symptômes, ils ne sont pas malades. C'est ça toute la problématique. Je disais, parfois en santé publique, on utilise le terme repérage. Je ne sais pas comment on dit en anglais, là, en revanche, hein, identification ou un truc comme ça, quoi. C'est voilà, plutôt que justement pas dire dépistage, pas dire diagnostic, on dit repérage. Alors, il n'y a pas de réponse, effectivement, mais c'est important le choix des mots, je suis d'accord. Très bien. Un grand merci. Et donc, je propose Éléonore Viora-Dupont va parler d'un autre point de vue, du diagnostic de prédisposition via des données secondaires. Donc, Éléonore Viora-Dupont est médecin, généticienne. Et donc, c'est un travail de thèse fait à Dijon, sous la direction de Laurence Fèvre, et dans le cadre de Défidiag. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Le temps d'installer. Merci Lucie. Je remercie les organisateurs d'avoir sélectionné mon abstract pour venir vous parler de ce sujet, et surtout je remercie de m'avoir inclus dans cette session patient en attente, parce que ça a été l'angle d'attaque que j'avais pour étudier les premiers résultats de Défidiag-DS quand j'ai fait mon Master 2 en SHS, et donc du coup ça m'a permis de me replonger dans les premières analyses que j'avais faites. Et donc, effectivement, je vais vous parler de comment s'approprier un rendu de données additionnelles et comment le transmettre à sa famille par le biais de l'étude Défidiag-DS. Donc, je vais vous expliquer un peu la méthodologie. Donc, pour qu'on se replace dans le contexte, donc, sur l'intitulé, il est marqué données incidentes, mais moi, je vais vous parler de données secondaires. Dans tous les cas, on est dans ce grand champ des données additionnelles. La différence, c'est que les données incidentes, c'est quand c'est découvert de manière fortuite au cours d'une démarche diagnostique. Et les données secondaires, c'est quand on recherche de manière active dans une liste préétablie de gènes et qui peut s'apparenter à un dépistage opportuniste. La politique de rendu diffère beaucoup dans le monde. Aux USA, dès qu'il y a un examen de génétique qui est réalisé, on propose aux patients de rendre des données secondaires dans une liste établie par la CMG. En Europe, la société européenne préconise plutôt de faire des tests ciblés pour limiter les données additionnelles. Et puis en France, depuis la loi de bioéthique de 2021, il est autorisé de rendre des données incidentes, en tout cas d'informer le patient qu'avec les analyses qu'on fait, on peut tomber sur des données incidentes. Et donc on est encore en attente d'un arrêté de bonne pratique pour savoir exactement quoi rendre, dans quelles conditions, quel consentement pour pouvoir bien en parler aux patients. Et donc, l'objet de l'étude dont je vais vous parler, et puis d'autres études qu'on a menées à Dijon, ça a été un peu de pouvoir donner des pistes de bonnes pratiques, de bonnes manières de faire pour parler de cette potentielle découverte de données additionnelles et savoir comment on rend après ça aux patients. Le cadre de Défidiag-DS, donc dans le PFMG, il y avait 4 projets pilotes dans le cadre de la recherche. Dans ces 4 projets, il y en a 3 où on a proposé aux patients d'aller rechercher chez eux des données secondaires. Et donc moi, je vais vous parler du projet ancillaire au projet Défidiag qui concernait le génome dans la déficience intellectuelle et auquel on a accolé du coup un projet en SHS. Donc le principe de cette étude, c'était une méthodologie mixte et longitudinale où on est allé interroger des parents. En fait, on proposait aux parents des patients inclus dans l'étude de Défidiag, enfants ou adultes, d'aller rechercher chez eux s'ils étaient porteurs de données secondaires dans la liste ACMG de l'époque qui contenait un peu plus d'une 50aine de gènes. Et dans le design, on a voulu interroger les parents qui ont reçu une donnée secondaire, donc je vais revenir là-dessus après, mais on avait aussi interrogé ceux qui faisaient le choix de ne pas avoir accès aux données secondaires et ceux qui changeaient d'avis. Je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant, mais s'il y a des questions, il n'y a pas de souci.
Donc on a fait passer des questionnaires et des entretiens au moment du rendu des résultats, dans le mois qui a suivi les résultats, et 1 an après le rendu des résultats. L'étude, elle a été proposée à plus de 2500 parents. Il y a 82% qui ont voulu avoir accès aux données secondaires et on a mis en évidence des données secondaires chez à peu près 3% des parents, donc ce qui correspond à peu près au chiffre de la littérature. Et vous voyez, il y a une majorité, c'est plutôt des données secondaires cardiogénétiques, un tiers à peu près en onco et 15% d'hypercholestérolémie familiale. Sur les 70 données secondaires qui ont été rendues, il y en a qui n'étaient pas réellement des données secondaires, puisqu'il y a des variations qui étaient déjà connues dans certaines familles. Et donc ceux-là, on les a exclus de notre analyse. Il y avait un centre qui participait pas à l'étude, qui participait à des FIDIAC, mais pas à des FIDIAC-DS. Et donc au final, on a pu interroger 36 parents, par entretien principalement, et puis complété par les questionnaires. Sur la population d'études, on a à peu près un ratio, sexe ratio de 1 pour 1. On a un niveau scolaire, plutôt une petite majorité qui a un niveau inférieur ou égal au bac. Un peu plus de la moitié des parents étaient en errance diagnostique pour leur enfant, donc il y avait déjà eu plusieurs explorations génétiques avant de bénéficier du génome. Un certain nombre ont obtenu un diagnostic primaire pour l'enfant, et dans les parents qu'on a interrogés, on a à peu près une bonne représentation des données secondaires qui ont été retrouvées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on incluait les parents dans l'étude, on leur demandait s'il y avait des antécédents familiaux chez eux de pathologies oncologiques, cardiologiques et métaboliques. Et donc, il y en avait quand même à peu près la moitié qui avaient des antécédents familiaux dans ces champs-là. Quand on les interroge sur les motivations à aller faire ce test, beaucoup nous parlent de l'actionnabilité en fait, de la donnée secondaire. L'anticipation, la prévention, et ce qui est intéressant, c'est que dans les entretiens est aussi ressorti l'opportunité du test génétique. Donc profiter qu'on fasse un test chez leur enfant pour aller voir chez eux-mêmes. Dans les questionnaires, ce qui ressort aussi, c'est l'amélioration de la prise en charge et informer sa famille de risques possibles. Donc je reviendrai sur cet aspect après, sur la transmission à la famille. À 1 an du rendu des résultats, aucun parent n'exprime de regret vis-à-vis de la démarche qu'il avait faite. Et ce qui ressort des entretiens, c'est ce terme de savoir utile. Il y a une mère qui disait, voilà, je suis quelqu'un qui veut savoir, je sais où je mets les pieds, je sais comment ça va se passer, au moins je sais le risque, je préfère être avertie et me préserver, faire attention à moi, parce que peut-être qu'il y a autre chose à faire, il y a un remède à prendre, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Un an du rendu, moi je me suis aussi intéressée aux souvenirs qu'ils avaient, parce que sur une précédente étude qu'on avait fait, l'étude de Fine, on voyait qu'à distance, les parents pouvaient oublier la donnée secondaire qui avait été mise en évidence chez leur enfant et parfois chez eux-mêmes. Et là, dans notre étude, 100% des parents se souviennent bien du type de prédisposition qu'ils avaient reçu. Le souvenir est plus précis dans le groupe cancer et hypercholestérolémie familiale, un peu plus flou en cardio, notamment quand les examens sont rassurants. C'est quelque chose qui, moi, m'a marqué. Voilà. Les parents avec prédisposition au cancer, souvent, se souviennent même du gène impliqué, alors qu'en cardio, c'est souvent plus large. On s'est intéressé aussi dans l'étude, du coup, à différents types d'impacts. Donc l'impact psychologique. Alors dans des FIDIAC-DS, on n'a pas fait d'échelle vraiment d'impact. C'était des questionnaires plus de satisfaction, mais on voit qu'il y a un haut niveau de satisfaction des parents au moment du rendu et qui a tendance à augmenter avec le temps, notamment à cause de l'actionnabilité médicale et toujours ce côté de transmission à la famille. Mais il existe quand même presque la moitié des parents au moment du résultat décrivent une inquiétude, notamment à cause des risques futurs engendrés par l'annonce et l'anticipation des surveillances nécessaires. Au moment où on les interrogeait, au T1, la plupart n'avaient pas encore eu de rendez-vous avec un spécialiste et donc ne savaient pas trop ce qu'allait impliquer le rendu de la donnée secondaire. Et on voit qu'à 1 an du rendu, cette inquiétude diminue à moins de 30%.
Et les parents disent bien, c'est parce que maintenant, je sais dans quoi je suis engagée, je sais quelle va être la surveillance, et donc ça m'a permis de me rassurer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le vécu est conditionné par le type de données secondaires, et ça m'avait marqué au moment du rendu, c'est que les parents qui n'avaient pas de prédisposition au cancer, une partie d'entre eux, enfin plus de la moitié, disaient qu'on ne leur avait pas annoncé quelque chose de grave, comme un cancer ou une maladie neurodégénérative. Et ça, c'est encore présent dans le discours de certains parents à 1 an. Et donc, on voit bien qu'en fonction de ce qu'on leur annonce, ça conditionne leur façon d'appréhender la donnée secondaire. Sur le côté prise en charge, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une volonté forte des parents de mettre en place une prise en charge médicale, donc soit de poursuivre ce qui avait déjà été fait par le passé, soit de mettre en place un suivi avec des rendez-vous avec un spécialiste. Donc au T1, c'était plus... ils disaient qu'ils allaient le faire, et on voit bien qu'à T12, ils ont réellement modifié leur suivi, principalement avec des rendez-vous avec un spécialiste, éventuellement... Pour ceux qui en avaient besoin, des IRM, des échographies, des bilans sanguins. Et donc, il y a vraiment les patients, enfin les parents, qui deviennent du coup patients, je reviendrai là-dessus, se saisissent vraiment de ces surveillances recommandées. Mais certains, quand même, peuvent exprimer que la découverte de cette donnée secondaire est une contrainte pour eux, puisque ça impose un suivi régulier. C'est un suivi qui vient se rajouter à une vie déjà chargée avec un enfant handicapé et avec parfois des traitements quotidiens à prendre, et donc qui vient un peu contrebalancer. On s'est aussi intéressé au changement des habitudes de vie. Alors, globalement, il y a peu de changements, sauf chez les patients avec une hypercholestérolémie familiale, puisque, mais là, c'est plus inhérent au type de pathologie, puisqu'en fait, la prise en charge est essentiellement diététique, même si on peut donner aussi des traitements, mais du coup, c'est surtout conditionné là-dessus. Et donc, au final, il y a peu de parents patients qui ont modifié leurs habitudes de vie. Par contre, il y en a qui disent que ça a été un élément déclencheur, un coup de pouce pour mettre en place des choses. Il y a cette maman-là avec une hypercholestérolémie familiale nous disait depuis des années, mon médecin me dit que je dois faire attention, que je dois perdre du poids, faire du sport, mais j'arrivais pas à m'y faire. Et là, le fait que ça soit écrit sur un compte rendu, alors je me suis prise en charge, j'ai perdu du poids, je refais du sport. Et puis je vous disais, au-delà de soi, comme vous le savez, que ça a été évoqué dans la première présentation de cette matinée, par cette découverte d'une donnée additionnelle, c'est toute une famille qui est mobilisée derrière. Les parents chez qui on a rendu ces données secondaires ont bien mesuré l'importance de transmettre à la famille. C'est un thème qui revient fréquemment, et d'autant plus quand il existe des antécédents familiaux en lien avec la donnée secondaire. Sauf dans l'hypercholestérolémie familiale, on a plusieurs familles en fait, où c'était connu de génération en génération, et la rendue de la donnée additionnelle a fait juste confirmer le caractère génétique de cette pathologie familiale. La transmission à la famille, c'est plutôt bien faite, principalement à la famille proche, mais il existe quand même des freins à la communication, et je rejoins le topo de tout à l'heure aussi. Les familles qui sont perdues de vue, des familles à l'étranger, où les tests génétiques ne sont pas forcément accessibles. Quand les parents sont malades, on a plusieurs patients qui nous disent « j'ai pas informé mes parents plus âgés parce qu'ils sont eux-mêmes malades et que ce n'est pas le bon moment ». Donc ça rejoint ce que vous nous disiez. Et on remarque que pour l'instant, il y a peu de cascades de tests à 1 an du rendu des résultats, mais c'est prévu dans certaines familles. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a un papa qui nous disait « je ne laisse pas le choix à mes proches. Moi, vous m'avez laissé le choix d'avoir accès ou pas à cette donnée secondaire, mais maintenant qu'elle est là, j'ai le devoir d'informer la famille. Et moi, je ne leur laisse pas le choix. Ils choisissent de faire le test ou pas, mais maintenant, ils sont devant le fait accompli qu'il y a une prédisposition dans la famille. Et puis là, en plus, c'était une prédisposition au cancer. Presque tous les parents qui avaient une donnée actionnable dans l'enfance avaient fait le test pour leur enfant
donc avec aussi cet enjeu de tests génétiques chez les enfants mineurs, et donc ils se saisissent bien aussi de cette information. Donc en conclusion, ce qu'on a, j'espère vous avoir montré, c'est que la donnée secondaire a créé un nouveau type de patients. Les parents, du coup, rentrent dans le système de santé pour eux-mêmes, parce que là, ils étaient usagers du système de soins pour leur enfant, et la donnée secondaire vient les mettre dans cette position de patients en attente, en devenir, voire de malades. La donnée secondaire a permis d'identifier chez certains parents en fait, qu'ils étaient déjà malades. Il y a un point qui est important sur lequel je n'ai pas forcément insisté, mais ça a été évoqué dans les autres topos, c'est l'accompagnement des patients dans ce nouveau parcours. Plusieurs parents nous ont bien dit alors, chaque équipe de génétique qui a participé a fonctionné de manière différente. Certaines équipes ont pris les rendez-vous chez les spécialistes pour leurs patients et les parents ont pu apprécier ça. Et d'autres nous ont dit j'aurais voulu qu'on m'accompagne plus dans les démarches et qu'on me guide pour pouvoir prendre rendez-vous, surtout quand parfois les délais vers les spécialistes sont longs. Ce qui est important aussi, c'est de proposer un soutien psychologique comme pour toute annonce sérieuse. Et une mère a vraiment insisté là-dessus en disant « Moi, j'aurais apprécié qu'il y ait un interne en psychiatrie, un psychologue qui soit là au moment de l'annonce pour pouvoir accueillir mieux cette étude. » Et enfin, ce qui nous semble important, parce que là, je vous ai présenté des résultats à 1 an du rendu des résultats, c'est de poursuivre les études plus en vie réelle pour mesurer l'impact du rendu des données additionnelles à plus long terme. Et donc, c'est ce que j'évoquais hier. On est en train de monter un projet sur le plan cardiogénétique pour voir comment les patients se saisissent de cette information-là à plus long terme et est-ce que ça va révéler un statut de malade interne. Et j'en ai fini. Je remercie tous ceux qui participent à DefiDiag. Merci beaucoup. Le temps pour vraiment 1 ou 2 questions sur l'étude proprement dite. Merci Éléonore, c'est tout à fait intéressant. Moi j'avais une question et une remarque. La question c'est comment le terme actionnable, c'est un terme qu'on a inventé pour dire qu'on peut peut-être faire quelque chose. Comment les patients eux-mêmes, j'imagine qu'ils n'utilisent pas le terme actionnable. Donc comment eux, ils parlent de l'actionnabilité? Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième, c'est un commentaire court. Cette étude, elle a pris beaucoup de temps, elle a été très soignée. Les patients donc, avaient un entretien dédié à la question des données secondaires. Ce n'était pas noyé dans la consultation du diagnostic primaire. Et du coup, en vie réelle, on revient au questionnement qu'on avait ce matin, c'est-à-dire la question du temps. Comment est-ce qu'on peut envisager les choses si on ne multiplie pas par 2 le nombre de conseillers en génétique et de psychologues dans les services de génétique? Merci Delphine pour ces remarques. Donc effectivement, non, ils n'emploient pas le terme d'actionnabilité, ça c'est moi qui remets... mais le terme d'anticipation et de prévention reviennent énormément dans les entretiens. Sur les premières analyses que j'avais fait une analyse très lexicale en cotant le nombre de fois où il y avait le mot prévention et le mot anticipation, et ça revenait vraiment de manière importante dans le discours. Voilà, donc après... effectivement, c'est plus mon analyse médicale sur le côté actionnabilité. Et pour le côté, effectivement, comment on transpose ça en vie réelle, ce qui ressort, là, j'en ai pas forcément parlé, mais on proposait aussi de faire un rendu en 2 temps, dans DefiDiag DS, effectivement. Alors, au moment de la consultation d'inclusion, tout était au même moment, donc ça faisait des consultations d'inclusion très longues pour DefiDiag, puisqu'on devait expliquer ce qu'était le génome pour leur enfant avec une déficience intellectuelle, et en plus leur proposer la recherche de données secondaires, donc c'était très long. Et effectivement, le rendu, on pouvait le faire en 1 ou 2 temps en fonction. J'ai pas de réponse et j'avoue que voilà, on travaille avec le groupe éthique de la FFGH pour essayer de faire ressortir quelque chose et de proposer un peu
bonnes pratiques ou voilà, des recommandations, mais c'est pas évident. Et on sait que tous les services de génétique n'ont pas les mêmes configurations, n'ont pas les mêmes moyens. Et il faut aussi s'adapter aux moyens disponibles. Mais j'ai bien conscience que ça va pas forcément être évident. Question très courte. Est-ce que vous êtes confronté parfois à des conflits familiaux qui font que l'information n'est pas diffusée au sein de la famille? Oui, c'est arrivé. On est effectivement des parents qui nous disent moi, je ne vais pas diffuser à la famille parce que je n'ai pas de contact avec eux, on ne s'entend pas. Et même, alors c'est un cas particulier, mais on a un papa qui a une prédisposition génétique au cancer et qui a informé du coup sa sœur, qui, elle, s'est révélée également porteuse. Et ça a créé vraiment une scission dans la famille, alors qu'ils s'entendaient très bien avant. Mais voilà, le fait qu'il lui ait annoncé ça et qu'elle elle soit porteuse, du coup, elle se posait la question d'une chirurgie prophylactique, de les suivis, tout ça. Et donc, ça a pu créer des distensions, mais dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Merci beaucoup. Donc, je propose de clore cette première, de faire un propos liminaire sur la médecine prédictive, et puis après, on aura une discussion plus générale. D'abord, je voudrais vous dire que la prédiction, le risque de maladie, après, on verra sur le mot prédiction, c'est une préoccupation très ancienne. Depuis très longtemps, les familles s'interrogent et se disent, mais dans la famille, il y a ci, il y a ça, est-ce qu'on peut prévenir? Puis c'est aussi une préoccupation immémorable de la médecine, parce que tout interrogatoire commence par une interrogation sur les antécédents familiaux, sous-entendant que s'il y a des antécédents familiaux, il y a un risque plus élevé pour la personne. C'est finalement la notion qui est restée longtemps, une espèce de notion de terrain. Le terme de médecine prédictive, c'est Jean Dosset et Jacques Ruffier, dans les années 70. Une personne informée d'un risque de maladie génétique doit pouvoir mieux se prendre en charge. Une vision très positiviste, utilitariste. Une personne avertie en vaut deux, comme dit l'adage. Et donc, c'est ce qu'ils avaient observé à propos des liens entre le système HLA et la spondylarthrite ankylosante. Et ils avaient pressenti qu'il y aurait d'autres marqueurs génétiques. Le terme de médecine prédictive n'est pas heureux parce que prédiction, espèce de Madame Irma, ça sous-entend ça va arriver. Il n'y a pas de place à l'incertitude. On est dans le risque complet. Et puis dans les années 90, explosion de la médecine prédictive, avec l'identification d'un grand nombre de gènes de maladies qui apparaissent à l'âge adulte. Je vous rappelle, Huntington 93, BRCA1 94, BRCA2 95, HFE dans l'hémochromatose 96, et puis bien d'autres gènes de maladies mendéliennes apparaissant chez l'adulte jeune. Et ce qui est important prendre en compte, c'est qu'on est là dans des transmissions dominantes, avec des pénétrances qui sont un peu dans un continuum, mais dans certains cas, avec des pénétrances extrêmement élevées. Je pense à la maladie de Huntington. D'ailleurs, on parle de tests présymptomatiques. Là encore, les mots sont importants. Présymptomatique, ça sous-entend que le symptôme arrive. Dans les tests de prédisposition au cancer, on parlera de tests de prédisposition. Il y a une petite place pour l'incertitude. Et donc, ça a conduit à la mise en place de tests génétiques ensuite en cascade à partir d'un patient qui a un index, on identifie le variant pathogène à l'origine de l'histoire familiale, et puis proposition de tests en cascade, prescrit maintenant par les médecins et bien sûr maintenant par les conseillers en génétique, qui œuvrent dans une équipe pluridisciplinaire de génétique. Donc, et finalement, on pourrait résumer le principe de la médecine prédictive, ça devrait permettre de limiter l'impact de la maladie attendue. Et c'est la notion de ce terme finalement emprunté à l'anglais d'actionnabilité, sur lesquels intuitivement les personnes concernées s'appuient dans leur démarche. Et donc j'ai évoqué le test de Huntington, il y a tout un process qui a été mis en place pour les tests présymptomatiques, notamment en particulier par l'équipe de la Pitié et Marcella Gargiulo, qui a un rôle majeur. Et puis la grande, situation emblématique des tests de prédisposition, c'est la prédisposition au cancer. Donc c'est emblématique de cette médecine prédictive parce qu'il y a des possibilités de
je dirais, de prévention secondaire. Donc là, ça sous-entend la surveillance en vue d'un diagnostic précoce, ou de prévention primaire. C'est toute la problématique de la fiabilisation, parce qu'au COPRI de chirurgie, degré zéro de la médecine, m'avait dit un jour Axel Kahn, un peu terrorisé, figé sur place, il n'avait pas tort. Et donc, mais aujourd'hui, finalement, là, dans cette réunion, c'est un dialogue que nous avons avec les parties prenantes. Les personnes concernées par un risque possible, c'est Dina Zielinski, accompagnée donc de Pascal Ducournau, et puis c'est ce que j'appellerais les sachants, c'est-à-dire c'est toutes les équipes soignantes, les personnes qui se risquent finalement à une médecine des risques. Et donc là, mon propos est de vous donner le point de vue du médecin, des consciences génétiques, des spécialistes qui prennent en charge les personnes à risque. Et donc il y a quelques mots-clés de notre point de vue qui sont anticipés en amont de la réalisation d'un test, les enjeux et les limites. Bien sûr, quand on est dans les données incidentes ou secondaires, il y a une petite nuance, c'est difficile de tout anticiper. C'est préparer la personne, c'est utiliser le temps, la proposition bien sûr d'un accompagnement psychologique qui doit être non pas un bon pour, mais c'est aider les personnes à anticiper le résultat, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Et parfois, quand la personne ne s'avère pas porteuse du trait génétique familial, eh bien, c'est pas si simple. Ça peut sembler paradoxal. Il y a des conflits de loyauté. Et puis, lors de l'annonce de la présence d'un facteur de risque, eh bien, la responsabilité, je dirais, des personnes qui font ces consultations, c'est de ne pas désespérer. Et j'ai la faiblesse d'ailleurs de penser que quand on est dans une pénétrance incomplète, l'incertitude permet de glisser un peu d'espoir. Et puis c'est aussi donc ne pas laisser tomber, accompagner, c'est-à-dire proposer la prise en charge, et notamment, ça a été évoqué tout à l'heure par Éléonore, c'est organiser aussi la prise en charge auprès d'équipes de spécialistes de spécialistes référentes, qui soient notamment dans un centre spécialisé, type CLCC, ou en dehors, et je dirais surtout en dehors, parce que finalement, quand on est suivi, si on propose un suivi à l'Institut Curie, l'Institut Savroussi, on transforme directement des patients, enfin des personnes qui font un test en malades. C'est un risque extrêmement important. Jusqu'à maintenant, l'entrée dans la médecine prédictive, c'était via l'histoire familiale. Et aujourd'hui, on a d'autres situations qui sont en train d'apparaître. D'abord, une première qui est, on fait des tests au niveau de la lésion tumorale dans certaines prédispositions. Alors, je reste très cancer, vous me pardonnerez. Mais on fait des études tumorales, notamment dans un contexte BRCA ou dans certaines prédispositions, dans certaines situations de tumeurs digestives. C'est finalement avec une perspective de traitement. Parce qu'on s'est aperçu, on a pu développer de nouveaux médicaments qu'on appelle les PARP inhibiteurs, qui sont extrêmement précieux chez des femmes qui ont un cancer de l'ovaire et une altération BRCA1 ou BRCA2. Simplement, quand on fait un test tumoral, eh bien, on sait que dans 80% des cas, si on identifie une altération en BRCA1 ou 2, en fait, elle est constitutionnelle. Et donc, il y a un rôle extrêmement important de l'oncologue qui prescrit ces tests d'informer en amont que si on trouve une altération, il est possible qu'elle soit constitutionnelle et qu'on oriente la personne. Et donc, encore une fois, les mots d'anticipation sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, on l'a vu, c'est le programme d'EFIDIAC, c'est le plan, et c'est bientôt probablement les tests qu'on proposera en population générale. Il y a deux petits bémols dont je dirais un mot. On arrive à faire des tests de prédisposition pour lesquels il y a quelque chose à faire, donc dans des approches, je dirais, omiques, soit génome, soit des exomes. Et donc, je dirais que même dans ces situations-là, il est extrêmement important finalement de revenir pas le droit chemin, mais de se remettre dans les circuits de prise en charge des personnes. Et donc l'idée, ce serait donner incidente aux populations, c'est d'orienter les personnes d'emblée vers une consultation de génétique spécialisée, peut-être de faire un deuxième prélèvement pour valider l'analyse, et puis parce que ça permet d'avoir deux temps, un premier temps d'information et puis un deuxième temps lors du résultat qu'on s'attend
positif, présence de l'altération, donc de revenir sur la prise en charge. Et puis c'est accompagner. C'est toujours accompagner, organiser en aval. Et donc, enfin, je voudrais finir sur un point essentiel, c'est que les questions scientifiques sont encore nombreuses. Et à mon sens, BRCA1, BRCA2 ou d'autres facteurs de prédisposition, on n'est pas encore prêt pour les tests en population générale. Parce qu'on est en train de s'apercevoir que finalement, les maladies mendéliennes, elles sont un peu en difficulté parce qu'il y a des tas de facteurs modificateurs. Certains augmentent le risque, d'autres le diminuent. Et on le voit avec les études que l'on fait maintenant de population, où il y a une diminution très claire de la pénétrance. Et on a besoin d'identifier ces facteurs modificateurs. Et ça va être grâce, comme les gènes ont été identifiés avec les familles, les personnes dites prédisposées, ben ça va être encore fait avec les personnes à risque. Et nous avons besoin d'embarquer, je dirais, les personnes à risque dans des études épidémiologiques pour aller vers des estimations individuelles des risques plus précises. Et alors, on pourra aller ensuite sereinement vers des études de population. Je passe sur la difficulté des variants de signification inconnue qui sont à classer. C'est un vaste chapitre. Donc, en résumé, je dirais que médecine prédictive, c'est une préoccupation extrêmement ancienne. Les outils, les connaissances, le séquençage Trobriand ou risque, enfin, comment dire, sont des avancées fantastiques. Mais il y a un risque de transformer donc des personnes qui vont bien en malades. Et donc, je crois qu'il faut être vraiment d'une très grande prudence. Et souvent, quand je fais part de la présence d'un variant pathogène, je dis à une femme, quel que soit son âge d'ailleurs, ben voilà, vous êtes porteuse de ce facteur de risque qu'on a identifié dans votre famille. Cela fait 30 ans, 35 ans que cela dure. Et en fait, c'est une façon de lui dire que cette information ne doit pas la transformer elle-même, parce que c'est inhérent. Et un autre élément aussi important, un peu de réassurance, c'est le poids, c'est le mot facteur de risque. Je bannis le mot mutation, parce que dans mutation, ça sous-entend l'inéluctable, ça sous-entend le mutant, l'anormalité. Voilà, et je crois que notre propos, c'est de ne pas désespérer et de ne pas transformer en malades des personnes qui vont très bien. Voilà, et la question que je pose, parce que nous sommes dans un dialogue à la fois à nos intervenants, et puis à vous, c'est de votre point de vue, quelle est la place de l'accompagnement, de la réalisation de ces tests, comment finalement, comment faire au mieux. Voilà, je vous remercie. Et donc les questions sont ouvertes, mais peut-être avec en priorité réponse de Dina, et puis voilà, Pascal, et ensuite la salle. La question c'est, oui, mais comment on fait, on est maintenant, voilà, on a des capacités formidables d'estimation de risque, on veut faire mieux, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est quoi le meilleur process? Moi, je ne peux pas vraiment vous dire parce que mon parcours n'était pas... Enfin, je ne peux pas dire, moi, j'ai vécu mon parcours. Vous, les médecins, les généticiens, vous avez vécu beaucoup plus de consultations que moi. Mais dans mon cas, c'est un peu particulier. Donc, je me permets de partager vite fait mon parcours. Donc, étant chercheuse, j'ai étudié des génomes à travers toute ma carrière. Et j'ai eu la chance, quand j'étais aux États-Unis, au MIT, de participer en tant que témoin dans une étude scientifique qui s'appelle Personal Genome Project. Et j'ai eu tout mon génome en 2015. C'était gratuit. C'était incroyable. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai pas trouvé grand-chose et j'ai mis de côté. 2023, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 37 ans. Et je sais bien que le cancer, c'est pas vraiment une maladie génétique, mais il y a quand même des prédispositions. Donc, j'étais dans la salle de consultation à l'Institut Curie, ma toute première consultation. Et on attend beaucoup dans la salle d'attente. Et je me suis dit, je vais quand même retrouver ces données. J'ai regardé la dernière mise à jour de la base de données ClinVar.
Et je trouve plusieurs mutations. Et finalement, je vois une mutation hyper rare du gène ATM. Et je n'ai pas vu ça en 2015 parce que, selon la notation, c'était lié à une maladie très rare qui s'appelle Ataxia telangiectasia. Et je n'ai pas cette maladie. Du coup, je me suis dit, je n'ai pas remarqué le risque d'un cancer du sang. Et j'ai fermé mon ordi. Je n'ai rien dit à la chirurgienne parce que je me suis dit, je vais quand même vérifier. C'est rare d'être porteuse d'une mutation. Et après, j'ai rencontré l'équipe d'oncogénétique, l'Institut Curie, qui a bien fait la validation de ces données. Et effectivement, il y avait cette mutation constitutionnelle et aussi une perte d'hétérozygotie somatique dans la tumeur. Et je veux juste vite fait rebondir sur le choix du mot dépistage versus diagnostic. Je pense qu'il faut quand même continuer à réfléchir parce que pour moi, ce n'est pas forcément un diagnostic. Moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sang. Mais ma mutation est dans un gène, c'est lié à une maladie que je n'ai pas. Je n'étais pas diagnostiquée après ce test, si on veut, génétique. Ça n'a pas changé mon diagnostic. Et en fait, vu qu'on ne fait pas un dépistage au niveau de la population en dehors de la recherche, oui, c'est vrai, ce n'est pas un dépistage classique, bien entendu. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un diagnostic non plus parce que je n'étais pas diagnostiquée d'un syndrome comme BRCA, TP53. Ce sont des syndrome de Lynch. Je n'étais pas diagnostiquée d'une maladie, à part du cancer du sang. Voilà. Un commentaire où on donne la parole à la salle parce qu'en fait, on a très peu de temps. Mais est-ce que une question saillante ? Non, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Dominique, sur le fait qu'on n'était peut-être pas prêt encore à passer en population générale pour BRCA1. Et pourtant, lorsqu'on fait des données additionnelles, qui soient incidentes ou secondaires, BRCA1 est quand même quelque chose que tout le monde va regarder de manière un petit peu plus... Parce que quand on dit que c'est incident, c'est jamais incident totalement. Enfin, vous le connaissez bien mieux que moi comment ça fonctionne. Il y a quand même quelqu'un qui, sur un ordinateur, va regarder certains endroits. Enfin, moi, la donnée incidente qui tombe comme ça, c'est pas comme un examen médical, où parfois, évidemment, on voit des choses qu'on ne voulait pas voir, mais là, on va quand même chercher. Enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Et là, donc, on va quand même regarder BRCA1. Et donc, pourtant, c'est comme si on faisait en population générale. Si la personne, elle n'a rien, si dans sa famille, il n'y a rien d'annonçateur, pourquoi on se permettrait ça pour des individus qui ont une maladie donnée, mais pas le cancer du sein? Et pourquoi on ne le ferait pas alors en population générale? Enfin, moi, je trouve que là, il y a une incohérence. Réponse courte. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est incohérent. D'ailleurs, ça a été beaucoup discuté dans le groupe de travail de l'ABM. certains étaient tenants de bon, on ne fait pas de tests et ça. Et enfin, mon point de vue, et que je partageais avec d'autres, c'est que c'est vrai qu'il y a une certaine situation un peu d'opportunité, mais moi, faisons-le sous réserve qu'on mette en place les études d'épidémiologie génétique. C'est là, voilà, si on ne se donne pas les moyens de continuer d'avancer, c'est pas bien. Mais si on se donne les moyens, c'est bien. Le deuxième, c'est sur autre chose. J'aurais aimé savoir sur la recherche, là, sur les parents dans des FIDIAG, sur les rendus de données incidentes, et les recherches même. Enfin, les recherches, voilà. Moi, je suis toujours étonnée quand 100% des gens on disent, voilà, par exemple, personne ne regrette. Ils ne sont pas très nombreux, mais enfin, personne ne regrette, vous dites. Et on sait très bien que dans la vie courante, on fait des actes. Des fois, on était un peu hésitant, mais finalement, on a pris une option. On ne s'autorise même pas à regretter. Si on regrette, c'est que vraiment, il y a la catastrophe au bout. Là, il n'y a pas de catastrophe. Mais du coup, je voulais savoir, vous êtes chercheuse, vous reprenez ce que les gens disent, et c'est normal de le rendre tel qu'ils l'ont dit. Mais en même temps, dans leurs propos, ou dans ce qu'ils en racontent, est-ce que vous, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, vous vous dites pas, mais finalement, peut-être ces personnes, elles pourraient regretter certaines choses, où il y a peut-être des indices que c'était pas si bien que ça de l'avoir fait. Enfin, vous voyez, parce que voilà, quand on choisit comme ça, pris dans effectivement un contexte très encadré et qu'on fait un choix, c'est rare qu'on s'autorise à le regretter ouvertement.
Oui, je vous rejoins tout à fait. Et dans la précédente étude qu'on avait faite, Find, où on posait réellement la question, là, c'est pas exprimé dans les entretiens, mais la question n'a pas été vraiment posée. Elle a été posée dans un autre sens. C'était est-ce que vous referiez? Donc tout se referait, mais il y a de la nuance sur, par contre, comment ça se passerait le rendu. Il y a par exemple une maman qui se souvenait pas au moment du rendu, se souvenait pas qu'elle avait consenti, et donc ça a été un choc pour elle. Et à distance, elle dit ah bah mais finalement ça a été très bien et je regrette pas de l'avoir fait. Mais au moment du rendu, en fait, ça a pas. Je me souvenais pas d'avoir consenti à ça, et la consultation n'a pas forcément été soignée. Et elle a beaucoup insisté là-dessus. Je vais pas forcément développer parce que je voulais pas parler de cas individuels, mais c'est bien parce que ça introduit ce que je voulais dire. L'importance de bien en parler en amont quand on fait nos consultations de génétique, de ce risque de découverte incidente, pour pas se retrouver dans des situations où on n'en avait pas parlé et on se retrouve avec quelque chose qui nous semble médicalement intéressant, mais comme on n'en a pas parlé aux patients avant, comment on fait pour gérer ça? Et ça arrive beaucoup, ce genre de situation, notamment parce que dans les consentements du plan, c'était pas prévu qu'on puisse rendre des données incidentes, mais il se trouve qu'il y a des laboratoires qui nous en rendent quand même, donc il faut qu'on jongle avec ça. Et du coup, il y a un changement de nos pratiques. Enfin, moi, en tout cas, je pose la question, dès que je propose un génome aux patients, je leur en parle quand même. Souvent, je lance d'autres analyses en parallèle, donc il n'y a pas de souci, où il y a déjà d'autres analyses qui ont été faites et où j'avais leur consentement, mais c'est hyper important de leur en parler en amont pour limiter le choc que ça peut être après au rendu. C'est très bien de parler d'amont, de parler en amont, et comme on a vu à travers les présentations, c'est aussi important l'après, parce que je peux constater, même si je ne l'ai pas vraiment vécu, mais la consultation d'annonce n'est pas le moment d'expliquer. Donc il faut en amont et après la consultation d'annonce, même si on a un PhD. Oui, dans le même sens, pour compléter, c'est vrai que moi je pensais tout ça, aux travaux qu'avait fait Dominique Mémy, par exemple, sur le fait qu'on avait tendance à surveiller que les patients s'auto-surveillaient bien dans leur prise de décision. Donc une surveillance des autosurveillances. Il se trouve que là, en tout cas, j'ai plusieurs témoignages de femmes interviewées qui disent mais on n'a pas eu assez. On n'a pas eu assez d'accompagnement psychologique, par exemple. Et il nous aurait fallu, après l'annonce des résultats, si on avait eu un entretien avec une psychologue, ça aurait été mieux, parce qu'on n'avait pas. Ça nous aurait permis peut-être de mieux construire aussi l'appropriation des savoirs, de mieux comprendre, d'avoir de meilleures décisions. Donc il y a peut-être aussi une opportunité là, effectivement, par ce qui est exprimé, de construire quelque chose dans ce sens. Alors très court. Moi, je suis désolée, c'était par rapport à ce que vous avez dit précédemment, Sandrine et Dominique Stopal-Lyonnais, concernant par exemple le BRCA1 en données incidentes. Moi, la question que ça vient susciter, donc moi je suis psychologue à Gustave Roussy, et la question que ça vient poser chez moi, alors en tant que psychologue, je ne suis pas médecin, et donc il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais je me dis pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, où on sait que, enfin, de ce que j'ai compris, ces découvertes de mutations de BRCA sans antécédents familiaux, on ne sait pas forcément du coup cette pénétrance avec ces facteurs modificateurs dont vous parlez. Pourquoi est-ce qu'au lieu de les rendre actuellement, on ne fait pas justement des études de recherche qui permettraient de comprendre réellement la pénétrance avant, derrière, d'enclencher un rendu? Parce que peut-être j'ai pas tout compris, mais je me dis que si on leur donne quand même un rendu aujourd'hui, et que si par exemple elles font une chirurgie préventive avec ça, puis qu'après on leur dit finalement les études d'épidémiologie lancées montrent que la pénétrance est très faible et que maintenant on ne ferait plus ça. Enfin voilà, j'ai peut-être loupé un épisode en fait. Non, je comprends votre interrogation. On peut se dire c'est mieux de faire la recherche avant de se lancer dans le diagnostic, mais on peut dire qu'on est dans des situations d'action-recherche. C'est ce qu'on a fait notamment il y a plus de 20 ans avec ATM. On est encore dans la recherche. ATM qui est un autre gène de prédisposition au cancer du sein, probablement avec un risque intermédiaire. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut faire un test génétique, et on poursuit les recherches. Sur la chirurgie prophylactique, maintenant mammaire,
de femmes qui seraient en complète donnée incidente, à mon avis, il y en aura très peu. Déjà, en France, on estime que c'est à peu près 15% des femmes qui vont vers une chirurgie prophylactique dans un tel contexte. Par contre, il y a des chirurgies qu'on pourra peut-être faire, c'est la problématique de l'ovaire. On aura fait des chirurgies ovariennes, éventuellement à des âges assez tôt, assez précoces. Mais voilà, on est là, dans un ratio bénéfice-risque. Mais voilà. Donc on peut accepter des données incidentes, parce que ça va concerner très peu de personnes, mais il faut mettre en place la recherche. Mais du coup, ça veut dire que l'information donnée aux patients et après à toute la parentèle doit être assez spécifique pour qu'ils comprennent qu'ils ont cette mutation-là, mais dans un contexte qui est très particulier et qui n'est pas peut-être le BRCA1. Oui, ça en fait partie. De quelqu'un qui aurait une histoire familiale. C'est vrai, mais aujourd'hui, on peut le dire, ça peut être un élément qualitatif plus nuancé, mais en même temps, on leur dit, comment dire, on fait des recommandations de prise en charge classiques. Donc on arrête là. Maintenant, donc dernière seconde partie, plutôt second dialogue. Marcella, je te laisse la prendre la main parce que on a un peu changé l'ordre. Donc tu interviens et puis ensuite tu introduis nos deux autres oratrices, Valentina Moiseau et Valeria Capellato, qui sont venues de Turin. Et un grand merci. Encore un effort, parce qu'il fait très chaud. Mais vous verrez, les deux présentations qui suivent sont très dynamiques et passionnantes. Donc, avec mes deux collègues, Valentine Moiseau, qui est maître conférence sociologue à l'Université de Turin, et le professeur Valeria Capellato, qui est professeur à l'Université de Turin, professeur de sociologie. Donc moi, merci beaucoup Dominique de m'avoir invité pour parler avec vous de la question de l'expérience de l'attente, puisque c'était ça la commande initiale. Et donc, vous voyez que dans ces tableaux que je vous ai mis ici, ce qui est figuré, c'est un patient. C'est quelqu'un qui n'est pas encore un patient. D'accord? C'est un patient. Il n'est pas encore entré dans la salle d'attente, il regarde et il se demande s'il est parmi les malades ou il est encore dans le seuil de la porte. Et je trouve que ça explique assez bien mon propos par rapport à l'expérience de l'attente. Je ne sais pas si avec mon accent, vous comprenez bien le impatient, hein, c'est IN. Hein, oui. Donc, qu'est-ce que c'est l'attente? L'attente, évidemment, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont décrite d'une manière déjà très importante, mais l'attente, je pense d'un point de vue psychologique, n'est pas un temps vide, ni un temps mort. On pourrait penser qu'il s'agit d'un temps d'attente, donc d'un temps où rien ne se passe. Au contraire, c'est une véritable épreuve existentielle, un temps psychique qui est plein. Et donc, dans l'attente, dans l'expérience de l'attente, il y a toute une série de représentations qui vont émerger. Quel type de représentation? Des représentations d'hérédité, des pertes potentielles à venir, voire des fantasmes de culpabilité qui peuvent émerger, des récits fictionnaires et des angoisses consécutives concernant un avenir incertain, et bien sûr une temporalité dans l'attente qui est une temporalité chronique qui peut donner soit lieu à une forme d'agentivité. L'agentivité, c'est la capacité d'un sujet à être acteur de ce qui lui arrive, soit un temps circulaire. Ce temps-là est souvent à caractère traumatique. Donc, comme vous pouvez voir, l'attente est un temps plein où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je tenais à faire la distinction entre trois notions qui ont été d'une certaine manière déjà évoquées ici, mais que je vais essayer de définir rapidement: l'effroi, la peur et l'angoisse. Donc, l'effroi, effectivement, a été déjà nommé par certains quand ils parlaient du choc de l'annonce, du traumatisme de l'annonce.
L'effroi est une rupture brutale de la continuité psychique et ça a été dit par certains, ça va provoquer de la sidération. L'événement est de l'ordre de l'impensable. On ne l'avait pas anticipé et donc elle produit de la sidération de la pensée. La peur, par contre, est une réaction face à un danger, mais la différence, c'est que la peur, on peut la nommer. On peut dire « j'ai peur de ». C'est ce qui différencie la peur de l'effroi, et elle permet un comportement soit d'adaptation, soit de fuite. Et la notion surtout sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'est la notion d'angoisse signal. On a beaucoup parlé d'anticipation. Si vous voulez définir la notion d'anticipation, il faut se référer à l'angoisse signal. Pourquoi? Parce que l'angoisse signal, c'est un feu clignotant qui s'allume et qui nous annonce le danger. Donc, il nous permet de nous préparer face à un événement. Je dis souvent ça à mes étudiants, je leur dis, quand ils doivent préparer une soutenance ou un examen, je leur dis, ceux qui ne sont pas angoissés vont certainement rater. Pourquoi? Parce qu'il faut une dose d'angoisse pour pouvoir se préparer à subir une certaine épreuve. Donc, l'angoisse signal nous protège et nous permet de construire un scénario pour faire face au danger à venir. Et elle ouvre effectivement la voie de l'anticipation. Donc, ce n'est pas l'angoisse automatique, cette angoisse qui nous paralyse et qui parfois nous fait nous enfermer sur nous-mêmes. Ça, c'est l'angoisse protectrice, c'est l'angoisse signal. C'est probablement elle que nous, les soignants, les psychologues, les généticiens, les conseillers en génétique, nous devons mobiliser chez les personnes que nous rencontrons parce qu'elle est anti-traumatique. Plus l'angoisse signal est mobilisée, moins de risques il y a qu'il y ait un effet d'effroi ou de peur, puisque la personne elle sera préparée, puisqu'elle l'a déjà pensé. Donc, comme je vais passer un peu vite pour qu'on ait le temps de finir à 13h, mais je voulais donc revenir sur une question importante qui était déjà traduite de différentes manières dans les différents exposés, dire que la génétique, elle soit prédictive, des précisions personnalisées, a créé de nouvelles catégories. Il y a une qui n'a pas été nommée jusqu'à maintenant. Il y a eu Patient in Waiting, il y a eu différentes nominations. Les bien portants inquiets. Les bien portants inquiets, c'est tout de même intéressant parce qu'ils vont se trouver dans une zone entre les personnes qui ne sont pas encore malades, mais qui sont tout de même très inquiets dans la maladie et devient l'inquiétude et la préoccupation. Et donc, c'était dit par Dominique d'une manière très juste, quand l'inquiétude ne peut pas s'appuyer sur rien, c'est-à-dire absence d'un cadre, comme c'était dit par Béatrice, d'une parole, d'un interlocuteur, d'une possibilité de choix, elle peut devenir envahissante, parfois traumatique. Alors, je vais finir avec quelques réflexions. Vous savez bien que je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière comme psychologue dans l'équipe des neuromyologies et dans le service des génétiques avec Delphine Héron, Alexandra Dur. Là, Delphine n'est pas là parce que tu n'étais pas là à cette réunion, mais elle fait partie, elle a une grande équipe des tests présymptomatiques pour les maladies neuromusculaires et Alexandra plus sur la neurogénétique. Je me suis demandé, et si vous m'autorisez à vous poser la question, est-ce que vous serez d'accord avec moi sur l'idée que la médecine prédictive, les tests présymptomatiques sont l'ancêtre de la médecine génomique? Je pense qu'on peut se dire qu'en tout cas, si le XXe siècle était le siècle de la médecine prédictive, nous sommes dans le 3e millénaire et aujourd'hui, je suis presque convaincue, après vous avoir entendu, c'est le siècle de la médecine génomique
Donc, la médecine prédictive est restée comme une pratique ancienne, mais je pense qu'elle peut nous donner beaucoup d'enseignements, quand même. On ne va pas la mettre au placard, on va essayer de la ressusciter pour dire que peut-être elle peut apprendre, donner des enseignements à la médecine génomique. Donc, première chose que nous avons appris dans les tests présymptomatiques de la maladie d'Huntington, c'est que le rapport au savoir chez l'homme est énigmatique. Vous voyez bien que parmi les personnes qui viennent faire le test génétique présymptomatique de la maladie d'Huntington, certaines viennent et ne vont pas jusqu'au bout. Avec tous les enjeux de cette maladie dominante, vous voyez bien que l'enjeu est de taille pour eux. Cependant, quand on leur offre le temps de réfléchir à la demande, elles décident, presque entre 40 et 36% d'entre elles, selon les années, décident de ne pas aller jusqu'au bout du test. C'est une donnée tout de même intéressante et il ne faut pas oublier que dans la population mondiale, les taux des personnes qui demandent un test présymptomatique pour la maladie d'Huntington n'est que de 20%. Ça nous donne quand même des illustrations tout à fait intéressantes par rapport à la question de quel est le rapport que l'homme entretient avec le savoir de la génétique. La deuxième chose, je ne vais pas faire l'inventaire de tout, mais ce qui me semble intéressant pour tous ceux qui travaillent dans la médecine génomique aujourd'hui, c'est que nous avons compris, après avoir fait plusieurs études, que les risques, vous le savez très bien, le risque subjectif. C'est-à-dire que malgré ce risque qui peut être chiffré, les généticiens sont des grands pédagogues, ils font des dessins, ils écrivent, ils donnent des brochures. Malgré ça, il y a un risque intime, un risque subjectif qui ne se correspond pas point par point au risque énoncé par le généticien ou le conseiller en génétique. Donc, dans cette étude que vous voyez ici, nous avons donc compris qu'on s'était demandé si la décompensation psychopathologique, puisqu'on a eu dans le groupe des non-porteurs du gène, on a eu 5 suicides, hein, et donc c'était dans le groupe des non-porteurs, vous écoutez bien, et une tentative de suicide dans le groupe des porteurs. On s'est demandé, est-ce que c'est le risque subjectif, c'est-à-dire cette croyance irrationnelle qu'une personne a sur son propre statut, et que dans la confrontation au test de porteur ou pas porteur, il y a eu un décalage qui a provoqué le passage à l'acte suicidaire. La réponse c'est non, c'est pas ça, mais on a compris puisqu'on a compris que le seul facteur de passage à l'acte suicidaire était l'existence d'un état dépressif en amont de la réalisation du test. Mais en effet, il est important de savoir que ce risque subjectif au décours du test présymptomatique, il faut l'écouter, il faut le travailler parce que le but, c'est d'anticiper avec les personnes les deux scénarios possibles, porteurs ou pas porteurs, dans la logique que je vous ai annoncée il y a quelques instants, c'est-à-dire dans la logique des parer justement à l'annonce du résultat en mobilisant l'angoisse signal. Très intéressant, les motivations pour faire le test. Donc, on a fait des études importantes sur des cohortes importantes. Je peux laisser les diaporamas pour que vous regardiez les publications. Donc, vous voyez que la première motivation pour faire le test présymptomatique pour la maladie d'Huntington, c'est la quête de savoir. Donc, sortir du doute, suis-je porteur ou pas. Les choix procréatifs, lorsque le couple est en âge de procréer et qu'il souhaite savoir s'ils sont porteurs pour avoir recours à un DPN ou un DPI. Les besoins d'anticiper concernant les aspects professionnels, les aspects, des différents aspects de leur vie. Et vous voyez, c'est contre-intuitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès. Récemment, il y a beaucoup d'essais cliniques pour la maladie d'Huntington. Les essais cliniques ne sont pas une motivation majeure. Vous voyez que le rapport au savoir, c'est énigmatique.
et qu'on ne s'attend pas toujours à avoir les réponses que nous, on s'attend. Avant-dernier point qui me semble être très intéressant, il a beaucoup été question d'information à la parentèle. Vous voyez, avec Alexandra Dur, on s'est dit, on avait fait une étude en 2000, comment les parents informaient les enfants du risque génétique pour la maladie d'Huntington. Et on s'est dit, en 2019, on va voir des changements impressionnants, puisqu'il y a eu 20 ans presque d'évolution et on s'attend à ce que les parents informent plus. Donc en gris, vous voyez, en gris foncé, vous avez 2000 et en gris plus clair, vous avez 2019. Bon, vous voyez que là, qui vous informait en 2000, c'était 30% c'était les parents et en 2019, ce n'est que 45%. C'est-à-dire que presque la moitié de ces personnes qu'on a interrogées n'avaient pas été informées par leurs parents. C'est quand même une donnée intéressante. Donc on dit informer la parentèle, informer les patients. Mais méfions-nous aussi de cette poids qu'on donne à l'information parce que parfois l'information, elle ne suffit pas. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Dernier point, la liminalité. Donc, ça a été nommé de différentes manières et mes collègues italiennes vont parler encore d'une autre façon. Nous, on a fait une étude qui était une étude assez transgressive puisqu'on s'est posé la question suivante. Pourquoi des personnes qui viennent faire le test et qu'elles vont bien, on leur apprend qu'elles sont porteuses, quelques jours après, elles rentrent dans un comportement de maladie. On s'est demandé, est-ce que le résultat du test ne précipite pas les personnes dans la maladie? C'est effectivement une question difficile. On a eu beaucoup de mal à la publier parce que ça nécessitait une robustesse scientifique pour pouvoir la prouver. Vous lirez l'article, vous allez voir qu'on a bien travaillé parce qu'on a travaillé avec une épidémiologiste, elle a fait des calculs, elle a essayé de montrer si le fait de savoir qu'on est porteur d'une maladie produit une accélération de l'âge des débuts qui peut être calculée par la formule dans la maladie Huntington de Langben. Et donc, voilà, elle a fait tout ce travail de comparaison. Donc, la liminalité, à part tous les mots que vous avez déjà utilisés, me semble être un concept très intéressant parce qu'il vient de l'anthropologie. Et donc, c'est Ben Genep qui l'a créé, ces concepts de l'anthropologie. Il prend comme paradigme la période de l'adolescence. Il dit qu'à l'adolescence, le jeune a quitté l'enfance, mais il n'est pas encore arrivé à l'âge adulte. Il est dans un entre-deux, il est dans une zone d'éliminalité. Et nos patients à nous, ceux qu'on a étudiés dans cet article, ils s'étaient effectivement dans un état d'éliminalité, comme vous pouvez l'apprécier, ce monsieur qui dit « je vérifie souvent, je surveille », alors qu'il y a un score à 0 dans l'échelle qui mesure le début de la maladie. Il dit « je vérifie souvent, je surveille les signes, la maladie a déjà commencé ». Les médecins disent « non, vous n'êtes pas malade, mais moi, je me sens déjà malade. La maladie a déjà commencé à faire son œuvre et il est convaincu d'avoir déjà des signes de la maladie. » Donc voilà, ça, dans ce type de maladies neurogénétiques, le risque, c'est en effet que la personne se sente malade avant que la maladie se déclare effectivement, parce qu'il y a une anxiété du fait de ces savoirs porteurs qui est tout de même très importante. Et donc, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre le temps sur mes collègues. Vous pouvez venir. Et on aura le temps de discuter après. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de discuter avec vous notre recherche. Et Valéria est sociologue de la santé et étudie la maladie d'un point de vue du cours de vie. Et moi, je suis une sociologue générale qui étudie
inégalités produites lors des rencontres entre experts et profonds. Et j'ai essayé à vous parler en français, excusez-moi pour mes fautes. Et Valéria pourra, si elle veut, répondre en anglais à votre question. Tous les deux, nous avons vécu une expérience des maladies. Et avec un test génétique après la maladie pour décider la suite. Et nous avons analysé à travers le prisme des chercheuses, mobilisant aussi de nombreux concepts sociologiques, notre test génétique, la gestion du test génétique. Dans notre présentation, nous partirons de ces concepts sociologiques que nous avons mobilisés pour comprendre nos maladies, pour comprendre le texte et l'impact du texte sur notre vie, sur notre action, sur notre représentation. Nous présenterons la méthodologie de l'auto-ethnographie, qui est une méthodologie bien utilisée dans la sociologie de la santé. Et enfin, nous pourrons discuter quelques principaux résultats. Je vais commencer avec ce qu'a dit James Watson. Elle est découvreur de la structure de l'ADN et le premier homme à avoir séquencé son propre génome. Et lui dit, lors d'une interview, il a déclaré qu'il ne se rendait pas compte de l'impact que la connaissance de son génome avait eu sur lui. C'est drôle, mais il n'était pas un sociologue, on dit. Aujourd'hui, on reconnaît, et dans ces journées, c'est bien clair, qu'il est essentiel d'étudier l'influence de la connaissance de son génome ou d'une partie de ses issues, par exemple le test génétique, sur les individus. Donc, on parle de... Et notre point est un point relationnel. Nous vous en proposons deux réflexions conceptuelles pour étudier cet aspect. Et je vous lis des mots de Federico Neresini, qui est un sociologue de la santé, qui a étudié le génome. Les génomes et les gènes ne sont pas l'expression du seul individu, mais plutôt de son appartenance à un solide tissu de relations, à un réseau d'interactions dont ils dépendent, même pour ce qui semble constituer l'essence intime de son unicité. Donc c'est ce rapport entre individu et relation, individu et société qui est intéressant dans notre expérience. Nous avons examiné le réseau de relations à travers lesquelles les patients construisent le sens des tests génétiques. C'est une construction des sens qui est un travail pas seulement individuel, mais aussi relationnel, un travail social. Et aussi les relations familiales, non seulement parce qu'elles peuvent intervenir dans le parcours de soins par les conseils ou les soutiens, mais aussi parce qu'il est souvent question d'hérédité quand une question est génétique pour les patients. Il y a ces deux faces. Le second frame théorique qui est intéressant pour nous, que nous vous proposons pour la réflexion, est le rôle de la génomique dans la médecine personnalisée. La médecine personnalisée nécessite d'une collaboration sans précédent entre médecins et chercheurs, ainsi que l'implication des patients dans une demande de collaboration qui dépasse les limites de la sphère strictement biomédicale pour s'étendre à de vastes domaines de la vie quotidienne. Comment les médecins personnalisent les traitements pour les personnes? Quels sont les outils les plus importants? Les outils les plus importants sont les informations. Et on parle de datafication. Et pour quand la description d'un phénomène, c'est une description numérique et digitale. On a la quantification et la digitalisation
de la gestion de ces données. L'ensemble des paramètres sur lesquels se concentre l'attention médicale a été transformé et l'individu, censé en constituer le centre, devient une hybride reconstruite à partir des choix d'une certaine donnée au détriment d'autres. La valeur accordée à la choix d'une donnée plutôt qu'une autre pour décrire l'individu ne dépend pas du point de vue du sujet. En plus, la datification a porté au bien connu passage from the bed to the bench du point de vue médical. Même le corps, qui est un corps malade, devient insaisissable. Mais l'expérience subjective, ça c'est le point principal, est très important après avoir reçu un diagnostic de mutation génétique. On parle, et j'ajoute un autre mot, de protomaladie. La protomaladie est entendue comme une condition émergente dans le cadre d'une consultation génomique, révélant un risque de développement pathologique futur. Et dans ce cadre, on étudie les décisions en conditions d'incertitude et les pratiques après ces décisions. Et la protomaladie est étudiée par la sociologie comme une condition d'incertitude pour les patients, de contrôle sur sa santé, des changements des pratiques de vie, en diverses directions, ça c'est le point, selon la socialisation reçue par les sujets. La socialisation, par exemple, à la gestion du corps, à la gestion des informations dans la famille et d'autres choses. Nous analysons cette notion à partir de deux expériences autoethnographiques en mobilisant les cadres théoriques de la sociologie de la santé, de la famille et du risque ensemble. Donc, après la découverte d'une mutation génétique, la patiente commence un processus de signification des tests et de gestion de la protomaladie. Pas tout seul, ce n'est pas un travail individuel, mais un travail social, aussi individuel, les émotions, des autres choses, mais c'est important aussi tenir en compte, pour nous, la dimension sociale, à travers un travail relationnel mené par les patients avec ces réseaux, qui peut être les professionnels de santé, qui sont de deux types, les médecins, les cliniciens et les chercheurs, les génétistes, et les membres de la famille, comme j'avais dit avant. Dans ce cadre, je n'ai pas le temps de rester ici, mais nous avons mobilisé les principaux concepts que nous avons utilisés pour lire notre expérience dans ces trois différentes traditions. La santé, l'incertitude, l'identité somatique et les différences entre disease et illness, je retournerai à la fin. La sociologie de la famille, quel rôle dans une famille, les relations lors de la transmission d'informations, quel type de relations. On doit connaître le type de relation fait bien la différence pour les informations génétiques. Et la sociologie de la chance, que c'est la confrontation entre savoirs médicaux divers, médecins et chercheurs. Ce sont deux choses très différentes dans notre expérience. Et la confrontation entre les savoirs experts et les savoirs profonds. Pourquoi l'auto-ethnographie? Nous le savons que c'est une distorsion inévitable d'un point de vue. Et nous vous proposons des réflexions qui ne seront pas les mêmes d'un jeune migrant, d'une vieille, d'une femme qui n'a pas de filles, d'un pauvre, d'une personne qui n'a pas de famille. Mais pourquoi nos réflexions peuvent être importantes même si elles ne sont pas représentatives? Nous sommes en cas d'étude. Un cas d'étude au sens d'Elster. Et notre début, c'est l'enrichissement du répertoire des manières dont les choses adviennent, comme Esther dit. Et notre regard, c'est
vraiment bien informés sur le vécu, sur les relations avec la famille, sur la relation avec les médecins, et beaucoup d'informations sur le cas. Et notre regard est éclairé par 3 corps théoriques qui nous aident à adopter une perspective critique sur la relation entre individus et société. Et c'est un cas d'étude qui met en évidence le risque de la médecine personnalisée, qui aboutit au paradoxe d'individualiser le patient et la maladie, alors même qu'elle élargit l'ensemble des données prises en compte. Le risque d'individualiser. Nous n'avons pas le temps de lire une partie de nos expériences, mais nous allons vous présenter les résultats principaux et que nous avons plaisir à partager avec vous. Le premier focus est sur la responsabilité entre médecins et patients. L'expert en génétique demande des informations importantes sur la famille du patient, jusqu'aux arrière-grands-parents, qui lui permet de reconstruire l'histoire des maladies familiales. Et quand le patient parle avec la famille pour faire cette reconstruction, il a aussi la responsabilité de communiquer aux proches le risque. C'est une importante démarche active au sein de la famille, une dynamique relationnelle qui est pleine d'autres significations et qui ont un impact sur la qualité des informations recueillies par l'expert, ainsi que sur les relations futures entre les membres de la famille. Et puis, le patient a la responsabilité de communiquer aux proches les risques génétiques qu'il court. Et ça, c'est important, parce qu'on perd le droit des proches de ne pas savoir, les droits des patients à ce que leur état de santé ne soit pas connu. On peut parler de 2 types de responsabilités en jeu pendant le texte génomique. On a appelé une responsabilité descendante. On ne peut pas prévoir la réaction des membres de la famille. On a une responsabilité limitée, mais c'est mieux descendant. On perd le contrôle de leur action dans le domaine de la prévention. La famille n'est pas en contact avec le médecin. Et la relation se modifie au point d'être perdue s'il y a de différentes pensées sur la question. Et puis, une responsabilité individualisée. Le patient doit traduire un langage médical qu'il ne maîtrise pas et d'effectuer une traduction en fonction de ses caractéristiques sociales. Ça produit beaucoup de différences en différents types de patients. Pour l'éducation, la socialisation, les valeurs. Pour nous, nos résultats vous montrent que la gestion de la protomaladie est difficile sur le plan subjectif, tant en termes d'expérience vécue que de pratique, quand les configurations thérapeutiques, c'est-à-dire les professionnels de la santé et les proches, les membres de la famille, dans les soins, ne partagent pas une représentation commune de la situation et du risque. On peut dire, je ne sais pas si en français existe la traduction, en italien non, on parle de maladie. En anglais, il y a la différence entre disease et illness. On a disease and proto-disease, un état non physiologique, objectif, disease, ou probabilistique, proto-disease, après le test génomique. L'illness et la proto-illness, une expérience subjective de la maladie, est une expérience subjective du risque. Et family illness, l'expérience intersubjective de la maladie et du risque. Et selon notre expérience, il y a la nécessité, d'un point de vue sociologique, d'approfondir la relation entre ces concepts, afin de redonner une place à l'expérience subjective et incorporée de la maladie, vécue par les patients, dans leur contexte relationnel et social. Un patient en attente, qui c'est le nom de cette session pour nous, est un proto-patient dans le cadre de cette configuration relationnelle
qui doit être tenu en compte. Merci. Not the role in society, but it's the experience of disease, but it's illness, and it's within the family network. So it's not individual illness, it's not only my experience, but it's the experience that I have to construct with my family network because of genetic test, because it's relational. Mille merci d'être venu de Turin et puis on va pouvoir discuter pendant le déjeuner. Merci, bravo.